Et nous avons donc sur cette terre, au moment où je vous parle, un être qui est né le 12 octobre 1951, au moment que décédait son grand-père à Lubumbashi. Et madame l'ambassadrice de la Belgique, Dieu a bien fait qu'elle soit présente. Et puisque la RDC était sur la colonisation de la Belgique. Et alors, à Lubumbashi, il y avait le grand-père qui décédait le 12 octobre 1951. Et voilà, il y a un autre qui est né en Kamba, alors que le grand-père, quelques mois avant sa mort, avait prédit que mes 3 fils, il y a un qui va naître et il sera moi-même. Et aujourd'hui, il s'appelle Papa Simokima Onkiangani, et c'est lui qui a fait que je sois debout devant vous, et c'est lui qui fait de moi tout ce que je fais. Et voilà, je me promène toujours dans sa poche et je fais beaucoup de choses. Et voilà, si j'ai eu l'honneur de devenir ambassadeur de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, docteur honoris causa, président de l'ordre des experts comptables, c'est parce que je vis et j'ai cette personne qui marche avec moi et qui m'oriente et qui me bénit chaque fois. Et je voulais que nous puissions l'applaudir parce que nyonso bapapa balobanga biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisango ya ntango ekoki ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele mama ya mabota
Wekeyo Afrika ozana bomisano Kolmalinga kaliboso bango basembela Wekeyo Afrika ozana bomisano Oye bilinga kwe HU et l'ensemble de la délégation composée des hautes personnalités qui vous accompagnent. Madame la conseillère économique du préfet de Brazzaville, Messieurs les ambassadeurs de la DDHU, Monsieur le chargé des relations internationales du GLAE, Mesdames et Messieurs, à l'heure où le dérèglement climatique s'accélère, où les conflits se multiplient et où le multilatéralisme est mis à l'épreuve, la Déclaration des droits de l'humanité prend tout son sens. Plus que jamais, elle nous rappelle notre responsabilité collective et notre devoir d'agir. C'est précisément cet esprit qui anime depuis son lancement en 2015 l'ensemble des compétences qui portent depuis 10 ans ce projet à vocation universelle. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités relatives à l'ouverture officielle de la représentation de la DDHU en République du Congo. Un moment historique pour notre pays. Outre la conférence débat et la projection des films, le programme de cette cérémonie sera marqué, entre autres, par la décoration de l'écrivain-chercheur Dr honoris causa, j'ai cité l'ambassadeur Michel Innocent Peya. Sans tarder, je voudrais inviter, Mesdames et Messieurs, Monsieur Christophe Jovanti, pour nous parler avec force détail sur ce que signifie la DDHU. S'en suivra le film. Bonjour mesdames et messieurs et tous les dignitaires. Comme notre ami nous l'a dit, il a déjà précité la plupart des personnes qui sont ici présentes. En tant que secrétaire général de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, j'aimerais vous dire le message suivant. Vous vous posez la question, pourquoi le Congo? Pourquoi Brazzaville? Pourquoi la nécessité d'une telle déclaration? Et où on veut l'emmener? C'est ça, ce sont les questions clés. La réponse est simple. Il y a eu deux déclarations. La déclaration des droits de l'homme de 1789 ou la déclaration des Nations Unies de 1948. Ces deux documents, la portée universelle de la Déclaration des droits de l'homme n'est plus approuvée, mais elle répondait à une exigence d'égalité
On voulait l'égalité entre les hommes et l'égalité des chances. On sait très bien que ces textes ont eu leurs limites. Et c'est pour ça qu'on a voulu définir un texte. C'est sous l'initiative de François Hollande, qui avait demandé à Madame la ministre Corinne Lepage, ministre du gouvernement Chirac, de conceptualiser un texte avec des grands experts en droit humain. Et ces textes, vous verrez une petite vidéo. Si tu veux, mets-la. Hein? Oui, on commence par la vidéo. Le besoin d'une déclaration universelle des droits de l'humanité n'a jamais été possible depuis longtemps. Dans un monde marqué par les conflits, le dérèglement climatique et l'érosion du multilatéralisme, cette déclaration se dresse comme un point de référence crucial. 10 ans après sa rédaction, elle demeure plus pertinente que jamais. Certains la jugent utopique. Nous pensons au contraire qu'elle est essentielle. Le 4 juin 2015, le président François Hollande a confié à Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement, la mission d'explorer des initiatives en faveur des droits de l'humanité. Le 25 septembre 2015, elle a remis un rapport à l'Élysée. Ce rapport a jeté les bases de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, structurée autour de 4 principes, 6 droits et 6 devoirs. La Déclaration offre une orientation claire à l'action humaine, préserver la vie, garantir la justice intergénérationnelle et orienter le progrès technologique vers le bien commun. Elle vise à guider l'humanité vers un avenir durable, uni et responsable. Les 4 principes sont la responsabilité et la solidarité intergénérationnelle, la dignité humaine, la continuité de l'espèce humaine et la non-discrimination entre les générations. Les 6 droits de l'humanité comprennent le droit à un environnement sain, au développement équitable, inclusif et durable, à la protection du patrimoine commun, à la préservation des biens publics, à la paix et à la sécurité humaine, et à la liberté de disposer de son propre destin. Les 6 devoirs de la génération actuelle envers l'humanité sont le respect de la personne humaine, la transmission équitable du patrimoine, la protection du climat et la prévention des migrations liées au climat, l'orientation du progrès scientifique vers la préservation de la vie et de la santé, l'intégration d'une vision à long terme et la mise en œuvre effective des principes et droits avancés. Plus de 50 ambassadeurs, juristes, diplomates, scientifiques et personnalités politiques et économiques soutiennent la déclaration. Il reflète la diversité et l'universalité de cette vision. Un groupe d'experts dévoués assure la gouvernance et la promotion mondiale de la déclaration, la transformant en un outil d'action. La Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'humanité ouvre officiellement son antenne DDHU à Paris. Un rendez-vous placé sous le signe de la dignité, de la justice, de la paix et de la fraternité entre les peuples. Cette cérémonie d'ouverture réunira les femmes et les hommes engagés pour la promotion, la protection et la défense des droits humains, au service d'une société plus juste, plus solidaire et plus respectueuse de chacun. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 29 juin au centre d'accueil de l'église Kimbaliste, situé au 875 avenue des Trois Martyrs, plateau de 15 ans à Brazzaville. Ensemble, faisons vivre les valeurs universelles de l'humanité. Le changement climatique est aujourd'hui le deuxième risque mondial le plus important. La plupart des limites planétaires ont été dépassées, menaçant la sécurité alimentaire.
L'intelligence artificielle est à la fois prometteuse et dangereuse. La sécurité humaine sous toutes ses formes est menacée. Les décisions politiques peuvent changer, mais la responsabilité envers l'humanité demeure. Les enjeux dépassent le cadre des gouvernements, ils concernent l'avenir même de la vie sur Terre. Les fondements de la Déclaration universelle des droits de l'humanité sont plus essentiels que jamais. Voilà, cette vidéo nous a présenté les droits et les devoirs, mais elle a mis l'accent sur l'humain. On entend toujours qu'il faut sauver la planète, que la planète est en danger. Et en fait, la planète, elle n'est pas en danger. C'est nous qui le sommes. La planète, elle a déjà vécu des ères et des ères dans le passé. Il y a eu différents mondes qui ont pu avoir lieu sur la Terre, et elle s'est toujours trouvé comment trouver le moyen de survivre. Mais nous, qu'est-ce que nous allons survivre, nous? Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? C'est ça le but de la déclaration. C'est en fait, elle est tournée sur les jeunes. Alors, elle a été peut-être faite par des moins jeunes, mais malheureusement, heureusement, il y a des jeunes qui sont là. Et je voudrais insister sur le côté jeunesse. Au Congo, nous avons 2 ambassadeurs émérites, dont le premier qui a tracé la voie, c'est M. Michel Innocent Peya, à qui je voudrais rendre un hommage parce que, quelque part, il ne vous dira jamais un mot trop long sur lui, parce qu'en fait, il aime faire les choses dans la tranquillité, surtout dans la discrétion. Mais il a écrit des livres extrêmement prometteurs, extrêmement visionnaires sur l'environnement. C'est un homme bon, humain, et qui a mis l'environnement aux sources de ses préoccupations, en partenariat aussi, suivant les directives du président Denis Sassou Nguesso. Mais l'enjeu est très grand. Le bassin du Congo est le 2e poumon de la planète. Si on ne le conserve pas, la planète, les humains seront vraiment, excusez-moi, mais on sera très mal. Donc aujourd'hui, la défense du bassin du Congo est une priorité. Le droit des générations futures est une priorité. Les programmes humanitaires de santé sont une priorité. Tout ce que nous devons faire, nous le faisons pour les autres, nous le faisons pour les générations futures, car c'est eux qui auront à subir ce qu'on n'a pas fait. J'ai relu un texte de 1791 de George Sand, qui écrit un de ses amants. Elle parle de à quel point la canicule est sévère, qu'à cause de cette chaleur torride, les plaies, les maladies, les épidémies survivent et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on est quasiment, alors que c'est peut-être 200 ans plus tard, on a encore les mêmes problèmes. Ça veut dire qu'on a réglé le problème des droits de l'homme, mais on n'a pas réglé le problème des droits de l'humanité. Nous avons décidé, malgré que vous ayez des très grandes personnalités d'État qui sont signataires de la BDHU, donc Kim Moon, la maire de Paris, la maire de Strasbourg, François Hollande, bien sûr, mais le président des Comores, on touche à peu près 5 milliards d'individus grâce à la CGLU. Mais on n'a pas fini et on a voulu passer par la base, c'est-à-dire que nous, on a voulu passer sur l'humain. C'est-à-dire que moi, ce qui compte, ce qui est important pour moi, c'est que ce soir, vous disiez à vos enfants, vous disiez à votre petit frère, vous disiez, on ne te laisse pas tomber, parce que nous, on va agir. C'est nous qui devons agir. C'est nous qui devons changer le réacteur de nos vies, de nos entreprises, pour qu'on ait un moyen de combattre avant qu'il soit trop tard. Jacques Chirac disait, il y a le feu dans la maison. Mais c'est vrai, il y avait le feu dans la maison. Et je regrette que les accords de Paris n'aient pas pu avoir plus de succès. Je regrette que les États-Unis, qui sont quand même le pays le plus grand industrialisé, n'aient pas compris l'utilité. Mais il faut
qui est aujourd'hui une justice. La justice, c'est de concevoir que le continent africain ne doit pas payer le prix de l'ère industrielle qu'elle n'a pas eu. C'est comme si vous disiez, on demande à quelqu'un des sacrifices pour quelque chose qu'ils n'ont pas eu. J'étais très choqué de voir que le premier frigidaire est venu 30 ans après sa fabrication aux États-Unis. C'est anormal. C'est anormal qu'on puisse faire la fracture numérique aussi forte. Aujourd'hui, on a un programme qui s'appelle Smart pour tous, pour faire ce qu'on appelle un bus, pour qu'on fasse de l'Internet, non pas de l'Internet, mais de l'AI, de l'intelligence artificielle non connectée. Pourquoi ? Parce que moi, je crois que dans chaque famille modeste, il y a une possibilité d'avoir un miracle. Et Epstein, il est issu d'une famille très modeste. Bill Gates est issu d'une famille très modeste. Et pourtant, c'est devenu le plus grand cerveau du monde et peut-être l'homme d'affaires le plus important du monde. Il y a des talents partout, dans la campagne, dans l'agriculture. Donc il faut qu'on amène l'intelligence artificielle à ces gens-là pour qu'ils puissent trouver un avenir qui soit concordant. On veut non pas de la richesse cadeau, on veut de la richesse produite. C'est complètement différent. On veut que vous soyez les maîtres de destin de votre pays. Pour ça, il faut augmenter les finances publiques. Et pour ça, nous, on vous aide. On vous aide à travers des associations, notamment ECOSOC, puisque nous sommes ECOSOC, c'est-à-dire nous avons un statut consultatif auprès du Comité économique et social des Nations Unies. Pour ça, on va emmener des entreprises, comme Tetrix sur le passage de télécommunications qui permettra d'avoir les revenus de l'État. On a les carbones avec les crédits carbone qui sont un outil qui a été fait, il faut en profiter, il faut que ce soit l'Afrique qui en profite. Les mangroves, les bambous, les plantations, le solaire, tout ça, c'est des rentrées et qui peuvent permettre à l'État d'augmenter ses finances publiques pour faire des programmes de formation, parce que on parle beaucoup des jeunes et je suis heureux qu'on en parle, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, beaucoup de pays ont plus de vieux que de jeunes. Il y a la dénatalisation, il faut maintenant, aujourd'hui, penser à eux et essayer de laisser à nos enfants et à nos petits-enfants, et j'espère à nos petits-petits-enfants, qu'on leur donne un monde meilleur, beaucoup de fraternité. Alors pourquoi le Congo ? C'était aussi parce qu'on a un rêve, c'est que le Congo soit le hub, que ce soit quelque chose qui permette de rayonner sur tout le continent africain, et notamment en partant du bassin du Congo. J'aimerais revenir à M. Innocent Peya, et je voudrais lui dire à quel point on est heureux à la DDHU, et je transmets aussi ce message de la part de notre présidente, Mme Corinne Lepage, pour vous dire à quel point nous sommes heureux que vous ayez été le premier. Nous sommes heureux que votre frère ici, Brice, Voltaire et tout, soit parmi nous aujourd'hui, parce que pour nous, c'est une famille. Nous, c'est une famille, la DDHU. Vous avez remarqué qu'on est très proches, chacun. On l'a vu tout le temps. Vous verrez, Lilia, c'est une femme exceptionnelle. Stéphanie, c'est une femme exceptionnelle. Vous êtes chacun dans leur domaine. Mais vous aussi, vous êtes différents. Vous aussi, vous êtes différents. Dans la gouvernance, dans l'écriture, vous êtes différents. Mais parce que vous êtes différents, vous faites des choses. Aujourd'hui, on doit être dans l'action. Donc, pour être dans l'action, il faut qu'on réunisse nos forces. Et ça veut dire vous. Ça veut dire vous tous. J'étais extrêmement touché par la cérémonie qu'on a eue ce matin dans votre église. Je vois dans votre église parce que je vois beaucoup avec la vie qui sont comme ça. Et j'ai vu, c'était comme une œuvre de paradis. C'est-à-dire, j'ai vu des gens, mais tellement chaleureux, tellement ouverts, tellement généreux dans leur sourire, dans leur joie, dans leur foi, que je me suis dit, waouh, ici, vous savez, en Europe, on ne voit pas tellement ça. Hein. Moi, j'étais même la semaine dernière en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas la même allégresse, il n'y avait pas la même foi, il n'y avait pas la même générosité de cœur. Mais cette générosité, il faut qu'elle agisse avec notre planète.
On ne peut pas sabrer la branche sur laquelle on est assis. Il faut qu'on agisse. Et Innocent, j'aimerais, comme je sais que ton temps est compté, j'aimerais aujourd'hui te remettre le prix que le conseil d'administration, avec nos amis, t'ont fait pour vraiment ton parcours, ta générosité, et dans le domaine de l'environnement, car tu es quelqu'un aujourd'hui qui compte énormément dans ce monde-là. Alors, je conseille fortement les jeunes et les moins jeunes à lire. Je suis désolé, je ne l'ai pas encore lu. Donc, ne me posez pas des questions sur ce que, parce que je ne l'ai pas lu. Donc, sur l'alerte verte, mais j'ai lu la préface, qui est l'illusion du bouclier de fer, la course aux armements éclipse l'urgence climatique. Et vous savez, quand j'ai lu ce premier paragraphe, je me suis dit, personne ne calcule aujourd'hui la guerre de l'Ukraine, la guerre de l'Iran, les différentes guerres qu'on a un peu partout, sur l'effet climatique. Personne ne le calcule. Il n'y a aucun expert qui a dit aujourd'hui, voilà, attention, ça a des conséquences énormes, ça a des conséquences sur l'économie climatique, les populations qui sont aussi déplacées. Personne ne le fait. Et je vous invite tous à lire ce livre et aussi à le faire lire aux jeunes. Si c'est mon message, ce sera celui-là. Nous allons inviter très respectueusement nos deux ambassadeurs à s'élever sous vos applaudissements. Cette étape sera suivie par la décoration de l'écrivain-chercheur Dr Honoris Causa. J'ai cité l'ambassadeur Michel Innocent Péa. Merci beaucoup, chers confrères journalistes. Nous voulons vous rappeler que ce matin, il y a eu une grande activité au cours de laquelle l'ambassadeur Voltaire Brice Obamiletou a été décoré. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Avant de donner la parole à l'ambassadeur, merci beaucoup. Je voudrais, s'il me permet, d'inviter l'ambassadeur Brice Voltaire Obamiletou à pouvoir prononcer son nom de circonstance. Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir à tout le monde. Je suis honoré de prendre la parole en ma qualité d'ambassadeur de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Dr Honoris Causa est président délégué du collège exécutif de l'Église qui m'a dit au Congo. Nous disons d'abord une fois merci
à tous ceux qui ont eu vraiment la volonté et d'avoir disposé de leur temps de répondre à cette invitation de la DDHU pour cette conférence qui sera suivie, un film sur les droits de la femme. Et je voulais dire merci aussi à Christophe, Stéphanie, Clara et mon frère Innocent Péa. Juste une parenthèse, il n'aime pas trop qu'on parle de lui, mais je profite de la communauté qui m'aguise et tous nos distingués invités qui sont présents ici. Nous le savons tous, nous avons l'habitude de prier notre bon Dieu pour que le monde, la vie sur terre, et qu'elle soit une vie pleine de bonté. Mais nous devons savoir que aujourd'hui, la nature, elle est presque attaquée par les naturels. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les humains, nous détruisons nous-mêmes la nature. Dieu a tant aimé le monde, et nous le savons, il a créé le ciel et la terre, et il nous a demandé de venir vivre sur cette terre, et qui est quand même une des planètes, puisqu'il y en a d'autres. Mais malheureusement, la planète, elle est aujourd'hui, disons, attaquée. La planète souffre de plusieurs maux, et dont les auteurs sont nous les humains, alors que nous en faisons partie. Alors, dans les ouvrages de mon frère Innocent Péa, ambassadeur de la DGHU, il parle de la protection de l'environnement. Cela peut paraître un peu, parfois, difficile à cerner pour certaines personnes. Nous le savons tous que l'environnement est au centre de nos vies. Vous voyez, aujourd'hui, on souffre des maladies qui n'existaient pas avant. Et chaque fois, nos corps sont attaqués de plusieurs maladies. Mais c'est parce que l'environnement, cet environnement qui est sain naturellement, mais aujourd'hui est beaucoup attaqué et contaminé par nous les humains. C'est pourquoi dans cet ouvrage que j'ai eu en tant qu'expert comptable, puisque vous le savez que je suis le président de l'ordre des experts comptables, et donc pour résumer un livre, je sais quelles sont les pages fondamentales qu'on doit lire. Dans ce livre, notre frère, il appelle encore une fois de plus, comme il a fait dans ses premiers livres, la protection de l'environnement. Qu'est-ce qu'il dit? Nous dépensons beaucoup pour acheter les arbres, et de plusieurs qualités. Les BEM21, les armes, aujourd'hui on a de plusieurs qualités. Mais ces armes, c'est pour nous protéger, mais alors que l'utilisation de ces armes dégage des gaz qui sont toxiques à la nature. Nous voyons même les usines qui produisent ces armes. Et à chaque fois, on voit de la fumée qui monte. Bien que nous recevons des revenus, parce qu'il faut de la consommation industrielle, mais il serait mieux de vivre dans la nature et dans un village, respirer de bon air, manger du bon poisson, que d'être dans des villes développées alors que nous respirons le mauvais air. Et aujourd'hui, ces mêmes entreprises dégagent des gaz qui sont là, qui détruisent la nature. Et alors, pour ces budgets énormes, pour acheter ces armes, on voit la plupart des pays sont dans la concurrence pour vouloir être les mieux armés, mais nous oublions le climat qui est orphelin, abandonné et oublié. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'aide verte, l'illusion du bouclier de fer et la course aux armements éclissent l'urgence climatique. Plaidoyer pour le climat orphelin, abandonné et oublié face à l'augmentation des budgets militaires des États. En tant qu'enseignants à l'université, nous avons encouragé
la mise en place de la comptabilité environnementale, qui est une comptabilité qui consiste à voir une société, ce qu'elle dépense dans la destruction de la nature et aussi les fonds qu'elle doit mettre en œuvre pour pouvoir réellement protéger la nature. Et c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale d'une entreprise. Et dans la comptabilité environnementale, aujourd'hui, des sociétés qui se respectent doivent éviter du zéro papier, parce que le papier aussi détruit la nature, doivent éviter d'avoir des déchets qui sont à jeter, qui sont jetés dehors, doivent mettre un mécanisme de reproduction, de consommation, même l'eau que nous utilisons dans nos ménages. Après avoir pris de l'eau sale pour jeter dans la rue, cela va nous tuer nous-mêmes. Il faut voir comment réutiliser l'eau et comment faire de telle sorte que l'eau sale ne soit pas jetée dans la rue. Donc la protection de la nature, aujourd'hui nous avons le paludisme. Et tout ça, c'est dû à la destruction de la nature. Donc, dans ces ouvrages, je vous invite à bien les lire. Parce que quand un être humain pense à la protection de l'environnement, pense à la protection de la nature, c'est une manière de penser à nous tous. Et bien que je sais qu'il est de profession, il n'est pas médecin, comme nos médecins qui ont le serment d'Hippocrate, mais par ses ouvrages, il soigne les humains. Par ses ouvrages, il arrive à protéger les humains. Il leur fait des traitements préventifs et voire même curatifs. Parce qu'il vous dit comment vous devez vivre. Si vous protégez la nature, vous êtes en train de vous protéger. Donc je voulais une fois ici que nous l'applaudissons parce que ce qu'il fait est très bien pour la nature et pour nous tous. Et donc ensemble, nous pouvons l'applaudir. Donc, une fois, c'est pas ces mots que je vais vous dire merci. Et il nous donnera le prix et moi, je serai le premier à acheter. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, si la cérémonie de ce matin a été consacrée à la décoration de nos hauts cadres, celle de cet après-midi est en réalité consacrée à la décoration de l'ambassadeur Michel Innocent Péa. Ce qui venait d'être fait à présent, nous voulons très respectueusement inviter Monsieur l'ambassadeur Innocent Péa à bien vouloir s'approcher pour dire son mot de remerciement. Monsieur l'ambassadeur. Les invités, mesdames et messieurs, cher Christophe, chère Stéphanie, chère Clara, les moments que ce soit, je pense que tout a été dit par M. l'ambassadeur, mon cher frère. Comme vous le savez, je n'ai pas l'habitude de beaucoup parler, mais face à cette distinction qui me comble et qui est pour moi un honneur, un plaisir, un encouragement, je prends la parole pour témoigner toute ma reconnaissance d'abord à un homme, j'ai cité son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Et grâce à lui, et grâce à ses efforts, nous parcourons le monde à travers nos écrits pour sensibiliser le commun des mortels
pour sensibiliser les peuples à travers le monde sur les grands dangers qui minent notre planète aujourd'hui. Mais nous le faisons parce que il a ouvert le chemin. Il est parmi les précurseurs à travers le monde depuis les grands moments où les chercheurs ont commencé à se préoccuper sur les grands dangers qui menaient déjà notre planète. Et le président du Congo a été parmi ceux-là qui ont commencé autour des années 70 à se préoccuper de cette question. Et nous parcourons le monde, oui, mais nous ne relayons que les grandes idées, les grandes pensées qui sont énoncées par lui. Et c'est grâce à ces pensées que nous le traduisons en écrit pour que les générations actuelles et celles à venir s'inspirent de ces écrits. La toute dernière publication que nous venons de vous montrer, je crois que mon cher frère vous en a parlé, celle-ci, et elle date de 5 jours. Elle date de 5 jours. Il venait de vous expliquer la profondeur de ce document et qui paraît à un moment où le monde est beaucoup préoccupé, le monde est en détresse, les peuples à travers le monde se retrouvent sans abri. Nous connaissons tous les États qui sont aujourd'hui en conflit. Mais ce sont les pauvres populations qui payent le prix. C'est pourquoi nous l'avons publié pour que les grandes nations, les grands décideurs à travers le monde essaient de se ressaisir. Parce que la grande pollution aussi, ce sont les différents bombardements, les armes chimiques et qui sont utilisées à travers le monde et qui ont un effet néfaste sur l'environnement. C'est pourquoi nous l'avons publié pour démontrer que le combat est ailleurs. Le combat n'est pas seulement là où nous pensons, entre deux États en rivalité, mais le grand combat est ailleurs et qui menace nos vies. On a vu lors de la Covid-19 comment le monde entier était presque arrêté en quelques jours, en quelques mois. Mais les bombardements qui se passent aujourd'hui, c'est entre 2 États, 3 États, 4 États. Mais quand la nature s'énerve, c'est tout le monde entier qui est paralysé. Tout le monde entier qui est en difficulté. Quand il y a des canicules, ce n'est pas un seul État. Quand il y a des tremblements de terre, ce n'est pas un seul État.
quand l'air est empoisonné, comme ce fut le cas du coronavirus, et c'est le monde entier qui est arrêté, qui est en danger, qui est mis en difficulté. Et nous avons aussi expliqué que si les hommes aujourd'hui, avec les avancées technologiques, peuvent intercepter les missiles, peuvent intercepter les drones, mais quand il y a des catastrophes naturelles, aucune intelligence, aucune puissance ne peut arrêter les catastrophes naturelles. Quand ça se produit, personne ne peut arrêter. Donc, préoccupons-nous d'abord à l'écologie, à la planète qui est entièrement menacée, que de nous préoccuper à faire des cotisations pour les conflits entre les États. Quand il s'agit de faire des cotisations pour protéger notre environnement, les États n'ont pas d'argent. Mais quand il s'agit de se lancer dans des conflits, des bombardements, les États ont maintenant l'argent. C'est pourquoi l'objet de cette publication, qui vient de paraître il y a 5 jours, c'est pour attirer un peu l'attention de tous. Que nous tous à travers le monde, les dirigeants à travers le monde se ressaisissent qu'il y a une véritable prise de conscience pour que nous nous préoccupons tous aux grandes questions écologiques, aux grandes questions environnementales. Voilà, merci beaucoup pour avoir pensé à nous, pour nous avoir encouragés, et nous espérons que cet encouragement nous donnera encore la possibilité de faire plus pour l'intérêt de l'humanité. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, monsieur l'ambassadeur, c'est par le cri que vous soignez l'humanité. C'est encore par le cri que vous soignez l'environnement. Ce soir, une œuvre importante de votre combat a été distribuée. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour vous inviter à bien vouloir s'approcher de monsieur l'ambassadeur Innocent Peya pour la dédicace des ouvrages que vous avez reçus gratuitement. Le protocole, s'il vous plaît. Et l'animation. Laisse-moi. Non, c'est pas pour moi.
Importante de l'ambassadrice de la Belgique au Congo parmi nous, je voudrais saisir l'occasion pour inviter une fois de plus l'ambassadeur Brice Obami-Betou à bien vouloir se rapprocher pour nous parler avec force détail de ce que signifie ou des enjeux de l'antenne de la DDHU à Brazzaville. Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. Nous sommes payants, mais je me suis fait quand même un devoir d'applaudir l'ambassadrice de la Belgique ici présente parmi nous. Et je vous prie de bien vouloir vous lever, madame l'ambassadrice.
Et Christophe, ça va être un peu, je sors un peu de l'ordinaire, je vais rentrer dans un monde un peu spirituel. Alors, vous savez que nous sommes ici parce qu'il y a un être, je ne dirais pas un être humain comme nous, mais Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu, il est aussi comme nous. Même si certains parfois disent, oh, mais comment on peut prier un homme? Alors que Jésus-Christ, il était un homme aussi, il est né de la Vierge Marie. Et bien qu'il était conçu du Saint-Esprit, mais il avait un père qu'on appelait Joseph. Et nous avons donc sur cette terre, au moment où je vous parle, un être qui est né le 12 octobre 1951, au moment que décédait son grand-père à Lubumbashi. Et madame l'ambassadrice de la Belgique, Dieu a bien fait qu'elle soit présente. Et puisque la RDC était sur la colonisation de la Belgique. Et alors, à Lubumbashi, il y avait un autre, le grand-père qui décédait le 12 octobre 1951. Et voilà, il y a un autre qui est né en Kamba. Alors que le grand-père, quelques mois avant sa mort, avait prédit que mes 3 fils, il y a un qui va naître et il sera moi-même. Donc, il est toujours là en chair et en os. Et celui qui est décédé a un œil ouvert, un œil fermé. Ça veut dire qu'il est là-bas, mais il est avec nous. Et celui-là a été prédit, son arrivée par Maman Kibavita, c'était, il devait venir et rester parmi nous. Et c'est Papa Simon Kimbangu dont je cite. Et aujourd'hui, il s'appelle Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et c'est lui qui a fait que je sois debout devant vous. Et c'est lui qui fait de moi tout ce que je fais. Et voilà, je me promène toujours dans sa poche et je fais beaucoup de choses. Et voilà, si j'ai eu l'honneur de devenir ambassadeur de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, docteur honoris causa, président de l'ordre des experts comptables, c'est parce que je vis et j'ai cette personne qui marche avec moi et qui m'oriente et qui me bénit chaque fois. Et je voulais que nous puissions l'applaudir parce que et nous avons l'habitude de le dire, et accordez-moi encore avec toutes mes excuses. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani Je me fais le devoir de vous expliquer. En fait, moi, je suis dit, j'ai sonné 3 fois ces noms et le peuple a répondu à l'unisson. L'église Kimbangu, c'est ici au Congo-Brazzaville, en Angola, au Gabon, en RDC, en France, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Donc, quand je sonne 3 fois, à l'unisson, ils disent, Papa Simon Kimbangu, c'est lui, le Dieu de cet esprit, et c'est lui que Jésus-Christ avait dit, je vais vers le Père, je vous envoie notre consolateur, l'Esprit de vérité, qui sera avec vous, mais que le monde ne connaîtrait pas, mais vous le connaissez parce qu'il sera avec vous, et nous le connaissons, et ce qu'ils ont dit, c'est lui seulement, parce que c'est Dieu le Saint-Esprit. Voilà, c'est ce message que toute la communauté qui m'enguise, au moment où je parle, c'est à l'unisson, et c'est tout le monde entier et les saints qui nous entourent, qui ont témoigné réellement que Papa Simon Kimbangu, il est Dieu le Saint-Esprit, car cela a été révélé. Voilà, je passe maintenant pour vous dire quel serait le contenu. Voilà pourquoi l'ambassadeur de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Nous le savons qu'il y a 4 principes, 6 devoirs et 6 droits. Alors, Dieu, nous savons faire les choses. L'ambassadeur Innocent Payet l'a dit. Le Congo, nous avons ce qu'on appelle le bassin du Congo, et qui est quand même le plus grand bassin, 2e au monde, avec un fleuve, comme nous le savons, toutes les conditions sur la durabilité. Et l'économie verte repose sur le bassin du Congo.
Alors, la Déclaration universelle des droits de l'humanité, il y a la protection de l'environnement, il y a la formation, l'éducation, le bien-être, le social et le partage équitable, équitable des ressources humaines. Alors, c'est la protection des générations futures. Alors, pour ce faire, en choisissant le Congo, je pense que la DDH n'a pas fait une erreur, puisque nous le savons tous. Aujourd'hui, le président de l'administration Nguesso a mis un fonds pour l'économie verte. Et le président vient de déclarer il n'y a pas longtemps aux assemblées annuelles de la BAD que, à compter du 1er janvier 2027, l'entrée pour tous les Africains au Congo-Brazzaville, c'est 110 ans. Alors, vous voyez bien cette ouverture, vous voyez bien cette manière de propulser, d'impulser, d'accompagner, et je peux dire d'assister tout ce qui est lié à l'être humain. Et nous le savons. L'ambassadeur Innocent l'a dit, tout ce qu'il fait, c'est grâce à cet homme. Et c'est pour ça que dans la vision doctrinale, l'essence du Kimangis, c'est sur la terre. Tonona Topokola. Un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. Et Chateaubriand l'a dit. Pour être un homme de son pays, il faut être un homme de son temps. Et c'est pour ça que l'Église Kimangis, en tant que le président délégué de l'Église Kimangis, le premier Kimangis du Congo, nous travaillons pour l'agriculture, la production. Nous avons à Kunzulu un grand centre agro-pastoral qui compte près de 5000 hectares. Et aujourd'hui, dans ce centre, vous retrouvez le maïs, le riz bio, qui n'utilise pas des engrais chimiques. C'est juste avec une terre fertile, bénie par Dieu le Saint-Esprit que je vous ai précité. Avec cette terre, nous avons le riz et nous sommes en train de... Tout le marché congolais est saturé par ce riz et que nous invitons, je demande au directeur de la Fondation Simon Kimbangu de disposer de 10 sacs dès demain. Ils vont le déposer à l'ambassade de la Belgique. Et je veux que Madame l'ambassadrice puisse déguster ce riz de Kunzulu. Le président de la République, on mange tous les jours. Nous avons du maïs, on a du fouf. Et nous avons le soja. On a tout ce qu'il faut, les produits farineux. Aujourd'hui, nous élevons le beurre, on a tout. Et nous, dans la formation, nous avons la formation des jeunes, l'enseignement, l'éducation. Vous voyez les jeunes qui maïsent, ce sont les jeunes qui sont très bien formés parce que nous avons des écoles qui maïsent. Et j'en profite aussi que le directeur de la fondation qui me suit continue toujours à Pôle Nord, donc déposer sur l'ambassadeur et le docteur Nuskoza, Innocent Peya aussi, il doit en manger. Et, monsieur l'ambassadeur, continuez à soutenir ce produit de Kunzulu, parce que la seule manière d'accélérer la marche, l'Église Kimangis marche de pair avec l'autorité tactique établie. Nous accompagnons le programme du gouvernement. Nous soutenons tout ce qui concerne l'agriculture, la formation, la santé. Nous avons un hôpital ici, à Brazzaville. Nous en avons plusieurs, et une université en RDC, et plusieurs hôpitaux en RDC. Et nous continuons, parce que notre chef spirituel nous a toujours dit, je m'aide en aidant les autres. Et c'est ce que nous, les Kimangis, nous faisons. Nous aidons en aidant les autres. Et c'est ça notre devise. Donc, les Kimangistes, nous sommes disposés à accompagner. Dans l'antenne du Congo-Brazzaville, où nous aurons 2 ambassadeurs, l'ambassadeur Innocent Peya et l'ambassadeur, le revenant Voltaire Bissetou Obami, nous vous rassurons qu'un travail sera fait pour pouvoir accompagner tout ce qui touche à l'humanité, dans le social, la vie sanitaire. Nous sommes entourés des docteurs, des médecins qui travaillent avec nous, qui sont formés dans notre université, puisque nous avons une université en RDC à Kinshasa,
qui forment la plupart des docteurs qui évoluent aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Alors, nous allons contribuer par la formation, par l'agriculture et par nos prières et notre éducation pour éviter tout ce qu'on appelle des Kumunda, les enfants abandonnés de la rue, puisqu'on est là, nous récupérons tout le monde. Nous travaillons avec les orphelinats pour le développement, pour l'aide humaine, pour le bien-être. Et nous vous rassurons, tout ce que nous cherchons à chaque fois qu'il y a des fonds quelque part, il faut soutenir le projet de Kunzulu. Il faut nous soutenir. Il faut soutenir nos hôpitaux, soutenir nos universités, soutenir nos centres de formation. Voilà ce que nous demandons. Donc, nous profitons de la présence de l'ambassadeur Innocent qui fait beaucoup dans le social. Un jour, je passais devant chez lui, j'ai vu qu'il avait une foule de personnes. On me dit, j'ai tenté de poser la question, que quand il sort, il paye les ordonnances, il enterre les morts, il fait tout, ce qui est bien, que nous devons continuer à vous applaudir et Dieu aidant, il vous en sera reconnaissant. Et c'est par cette occasion que le projet Kunzulu vous tend aussi la main. C'est par cette occasion que l'Église qui me dit vous tend aussi la main. Et par cette occasion, nous le savons tous, que vous allez accompagner l'antenne pour que très prochainement nous signions la convention entre la République du Congo et la DDH. Parce que pour nous, c'est une fierté que la DDH ait pensé aux deux ambassadeurs en mettant l'antenne au Congo. Cette antenne est notre antenne. Et c'est cette antenne qui va faire le démarrage dans les autres pays. Congo-Brazzaville, le début du commencement. Et les Kimangis disent Congo-Brazzaville et Badela-Makam. Ça veut dire en lingala et Badela-Makam. Ça dit tout commence toujours par le Congo-Brazzaville. Et après, ça va traverser d'autres rives et aller dans d'autres sud. Et c'est par ces mots que nous vous disons une fois encore merci. Excusez-moi d'avoir été emporté dans ce monde spirituel. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et très respectueusement, bien sûr, à suivre la projection du film Women on Vox. Toutes les femmes qui entament cette lutte. Je veux comprendre où elle part. Je veux comprendre où elle part. Si ma mère m'a élevée, c'est aujourd'hui ma corde qui assure mon élévation. Et sans compromis, sans concession. Je veux comprendre comment je peux m'aider victime. Et si les poignets saignent, et mes chevilles sont arrachées, je sais que le mérite de celles qui sont déjà passées me portera vers mon prochain contrée. Filles, femmes, nous garderons l'espoir d'un jour arriver à une véritable égalité. Je n'ai pour comprendre que je rencontre. Et à chaque nœud, à chaque brûlure dans les paumes, je sens celle qui m'a ouvert la voie avant que mes pieds ne touchent ses corps. We have met to uplift women's fallen divinity upon an even pedestal with man's, and strange as it may seem to many, we now demand our right to vote, according to the declaration of the government under which we live. The voice of woman has been silenced in the state, the church, and the home, but man cannot fulfill his destiny alone. He cannot redeem his race unaided. There are deep and tender chords of sympathy and love in the hearts of the downtrodden and oppressed that woman can touch more skillfully than man. Equality of rights. C'est l'élan de ces femmes pionnières qui me donne la force de continuer.
j'entends leurs pas résonner sous les pieds. La route est longue encore, et ce n'est que le commencement. Et je sens d'autres voix qui m'appellent. Elles ont osé creuser le ciel. Permettre au premier bulletin de vote féminin. After the parliamentary election, by 1993, when the women first had that privilege. That's right. Quelles sont ces clameurs qui m'appellent encore plus haut? Quelles sont ces voix qui m'aident à avancer, à force d'efforts et d'abnégation? Où m'amène cette quête vers l'égalité? Les relations de domination entre hommes et femmes. Parce qu'il y a des hommes qui acceptent les femmes en tant qu'elles gratifient leur instinct de domination. Et ça, nous le refusons. Encore, tout m'appartient. Les militantes féministes de 1971 réclament toute priorité la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Nous devons tout d'abord faire partager une condition de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement pour les hommes. J'avance au son de ces femmes. Et grâce à leur courage, je continue de monter. Quel est ce courant qui fait dévier ma corde? Quelle est cette force contraire qui me hisse si violemment? Shati, aukwalitia mikono huku Mungu alikusa mbele wa kusema sinafuata. Nilikuwa na ule bale watu wa gogondo washanifanyia sana. Shawali wa mama alitoka moyo kwa kutwa. Kwanza pana mpaka niko naona hivi. Na wewe
sasa wanakimbia hata wajani ambia usimama bado wanatuma tena jua wafie sasa nasikia mimi naumia shani loka mimi naexercise sasa kuna watu kusema tangiwa nisikia masasi naanza piga ndio kutoka kwa Mungu kila mtu mshituka na tafuta mwenyewe ataenda hakuna kuhangaika nione nani ndio mwenyewe niende ile kujituka kule wazalendo wanapiga piga na toshi na kwa watu kwa wafie watatu wakikutana kuni ndio wanatendea kile kitendo ili mtoke kupiga kazi. De ce recul, je continue pour retrouver la force de dire non. Non à la violence sur mon corps. Non à la violence domestique. Dizem que o imperfeito da violência doméstica e familiar contra a mulher é papel de toda a sociedade. Não apenas dos movimentos sociais, nem do gestor público. A principal finalidade é de proteger a mulher e punir os homens agressores, para que a gente consiga garantir um futuro sem violência para nossos descendentes. Me voilà prête à continuer mon ascension et à découvrir encore d'autres univers. Me voilà prête à continuer mon ascension et à découvrir encore d'autres univers. Mais soudain la corde claque. Je bascule. Et je sens la corde se raidir contre mon corps. C'est comme si tout à l'intérieur de moi n'avait plus la force de se hisser.
autour de leurs mains saignées. Parce que tout au bout de cette corde, quelqu'un, quelque part, a continué de croire à l'égalité. Les techniciens, veuillez rétablir l'éclairage de la salle, s'il vous plaît. Et pour poursuivre notre activité, Je veux dire que je ne suis pas du tout sportive. Au contraire, je suis quelqu'un qui est plutôt cérébral, qui aime m'asseoir, réfléchir, écrire, et devant l'ordinateur. Donc je suis ce qu'on appelle une femme de bureau, plus qu'une femme sportive. Et pourtant, il y a 2 ans, j'ai relevé ce défi. Je voulais, en tant que maman de 2 enfants, jeunes, en bas âge, essayer de voir si j'arriverais à pouvoir combattre mes peurs en montant à la corde. On se moquait de moi, quand j'étais petite, je n'y arrivais pas. Et quand je suis arrivée devant cette corde, eh bien, malgré toutes les difficultés, malgré les douleurs aussi, j'ai réussi au bout de 6 mois, avec un entraînement 1 fois par semaine, à pouvoir monter 10 mètres au bout de 6 mois. Et je me suis dit que si moi je réussissais, toutes les femmes pourraient réussir. Et finalement, je pense que c'est ce qu'on est tous et toutes en équilibre dans cette humanité. En équilibre entre la vie privée, la vie professionnelle, essayer de trouver nos valeurs pour pouvoir tenir. Vous avez vu que j'ai parlé de la RDC. J'aurais pu parler également de la loi 1, 2, 1, 1, 1. Est-ce que vous m'entendez? J'aurais également pu parler de la loi numéro 19-2022, du 4 mai 2022, dite de la loi Mouebara. Cette loi Mouebara qui a été signée par le président Denis Sassou Nguesso, qui est exceptionnelle, qui lutte contre les violences qui sont faites aux femmes en République du Congo. Vous avez été l'un des premiers à avoir le courage de prendre cette résolution au sérieux. Et c'est parce que justement je suis inspirée par des figures comme celle de votre président, comme je suis inspirée par des figures comme celle de monsieur l'ambassadeur Moussonté. Aujourd'hui, je me tiens devant vous en vous présentant cette œuvre qui n'a pas été encore présentée au public. On l'a présentée une seule fois au Festival de Cannes. Et c'est pour ça que je veux que vous puissiez comprendre que tout le travail que nous faisons, toutes les batailles que nous faisons, c'est d'essayer de trouver une diplomatie différente. J'appelle l'entrepreneuriat diplomatique. Une diplomatie féminine, une diplomatie culturelle, une diplomatie artistique. C'est ce que j'essaye de faire à travers de mes responsabilités en tant qu'artiste de l'UNESCO pour la paix. Et c'est ce que j'essaye de faire tout simplement comme être humain. Mon rêve, il est simple. De faire en sorte que les droits des femmes n'existent plus. Parce qu'ils deviendront des droits humains. Enfin, on comprenne qu'il ne s'agit pas d'une loi de genre et que les femmes essayent d'être meilleures que les hommes, de prendre le métier des hommes, de pouvoir se substituer à la puissance des hommes, mais qu'il s'agit d'un combat ensemble pour l'égalité, car nous en sortirons tous, grandis, tous gagnants. Je vous remercie encore de m'avoir permis de m'exprimer ce soir et d'avoir vu ce film. L'ancienne ambassadrice de France en Ouganda, membre de la DDHU, Madame Stéphanie Ribawala. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous, mes chers amis ambassadeurs de la DDHU, cher Christophe, chère Clara, chère magnifique artiste engagée, comme vous avez pu le voir.
Alors, vous inquiétez pas, le temps court, le temps file, et donc je vais être prête. Je voudrais parler aujourd'hui de ce qui se passe entre la déclaration et l'action. Vous êtes tous, j'en suis sûre, des hommes et des femmes d'action dans vos vies de tous les jours, dans la pratique de votre foi, ça je l'ai bien vu. Il y a beaucoup d'action et de conviction. Pour défendre les droits, qu'ils soient les droits des femmes, des enfants, du vivant, mais également de l'environnement, nous avons besoin des forces et de l'énergie de tous. À commencer par les individus qui, chacun, dans nos vies de tous les jours, peuvent agir pour défendre les droits, faire la promotion des droits, que ce soit les femmes comme on vient de le voir, mais aussi des luttes contre les injustices, contre la torture, contre les destructions, contre les dépenses parfois dans l'armement qui nuisent à l'évolution et la prospérité des peuples et la préservation du vivant. Il y a aussi les médias, les entreprises et enfin bien sûr il y a les États. Alors comme ça a été dit, j'ai été ambassadrice de France dans un autre pays africain qui était l'Ouganda. J'étais secrétaire générale d'un sommet africain, France-Afrique, et donc du coup j'ai parcouru le continent depuis bien des années. En tant qu'ancienne diplomate, je peux vous dire que ça faisait partie de mes fonctions de défendre les droits et de défendre l'environnement. Et comme vous le savez peut-être, les accords dits de Paris, de la COP21, ont été signés en France. Depuis, malheureusement, les États-Unis ont dénoncé cet accord. C'est un drame pour les États-Unis, c'est un drame pour le monde. Mais il ne faut pas désarmer la diplomatie climatique. Ce sont les États qui ont le plus gros pouvoir, finalement, de limiter les émissions, de préserver les forêts. Quand on voit ce qui peut se passer, par exemple, pour la forêt amazonienne, on peut être inquiet pour l'humanité tout entière. Cette diplomatie entre les États, elle consiste à avoir des dialogues bilatéraux. La France parle aux États-Unis, parle à la Chine, parle à l'Inde, et continue à expliquer avec pédagogie tous les bénéfices de la défense des droits. Comme l'a bien expliqué Clara, défendre un droit, c'est gagner quelque chose. Et notamment, et ça parle beaucoup aux dirigeants des États, gagner au niveau de l'économie. Il y a un impact direct entre la défense des droits des femmes, des enfants, et de toutes les minorités, et le produit intérieur brut d'un pays. Une femme qui travaille va embaucher une autre femme pour, par exemple, s'occuper de la maison. Elle va produire de la richesse, elle va partager au sein de son ménage. Une fille qui est éduquée, une petite fille qui est éduquée, qui sait compter, qui sait lire, pourra maîtriser, par exemple, le nombre d'enfants d'un foyer, si elle le souhaite, de manière à ce que chaque enfant puisse être nourri et rester en bonne santé. Ce sont des choix qui sont faits par les hommes et par les femmes. Donc tout cet exercice de pédagogie, que cette création de richesse et de prospérité pour tous, passe finalement par la défense des droits et notamment des plus vulnérables. C'est aussi de la diplomatie en bilatéral. Ce sont l'organe des Nations Unies où on va pouvoir avoir des discours des différents dirigeants qui portent des voix de défense des droits et de préservation de la planète. Ça fait des dizaines d'années, et notre ancien Premier ministre Jacques Chirac le disait, à l'Assemblée des Nations Unies, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Et bien aujourd'hui, non seulement la maison brûle, mais nous brûlons, nous. Donc je viens de Paris, il faisait 43 degrés, il faisait plus chaud à Paris qu'à Brazzaville, mais de loin. En Inde, des températures atteignent les 50-60 degrés, des dizaines de milliers de personnes meurent de chaud, de froid. Je ne souhaite pas que le Congo-Brazzaville, que les pays africains subissent encore et toujours les conséquences du changement climatique sans y avoir en plus contribué. Il faut donc que les États se prennent en charge sur ce tissu au niveau des États et de la diplomatie climatique. Mais les autres échelons sont très importants. Les entreprises sont des acteurs pour porter les droits et pour défendre l'environnement. La manière de produire, la manière de consommer a un impact énorme sur les vies des personnes et sur l'environnement. On peut changer notre manière de faire. Je suis sûre dans cette assemblée, bon nombre d'entre vous ont des activités agricoles, qu'elles soient directes ou indirectes dans leur famille, qu'elles soient ici ou qu'elles soient dans votre village. Votre manière de produire au niveau agricole peut être dans un contexte de préservation de la nature. Vous n'êtes pas obligé d'avoir recours à des engrais chimiques qui vont tuer votre sol. Vous pouvez produire de manière intensive et de manière agroécologique. C'est un choix que chacun des pays africains qui vont nécessairement vouloir intensifier leur agriculture vont devoir faire.
Ce sont des choix que la France a pu faire et ce sont de très mauvais choix. Nous avons aujourd'hui des difficultés agricoles à cause de nos pratiques intensives. Les choix sont devant vous, en l'occurrence au Congo-Brazzaville, sont aussi devant tous les pays du monde sur notre manière de produire, notre manière de consommer. Les médias ont une responsabilité. Comment savoir tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui s'il n'y a pas des radios, des télévisions, des réseaux sociaux, bien sûr, qui disséminent l'information, qui expliquent aux gens l'impact de leur action de tous les jours sur le changement climatique, qui parlent aussi de la défense des droits et de ce qui se passe dans un pays comme l'Afghanistan, par exemple, comme on vient de le dire, mais aussi un pays comme l'Iran, où les femmes ne sont pas, on pourrait dire, préservées, et loin s'en faut. Mais enfin, et je conclurai là-dessus pour ne pas être trop longue, la véritable force, la force la plus puissante de défense des droits des individus et de préservation de la planète, c'est nous, c'est les individus. Car ce sont les individus qui vont faire la pression sur les États, sur leurs dirigeants, pour porter les messages, pour changer les pratiques. Ce sont les employés des entreprises qui peuvent appeler au changement dans leur lieu de travail. Les consommateurs en n'achetant plus tel ou tel produit qui sont fabriqués par des enfants, par exemple, ou bien qui sont très toxiques pour l'environnement. Le pouvoir est véritablement entre nos mains, entre les mains des communautés. La véritable action sera menée par les individus à différents niveaux, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Je voudrais donc finir en disant que l'inauguration de cette antenne de la DDHU, ici au Congo-Brazzaville et pas ailleurs, me fait dire que la défense des droits et la préservation de la planète, ça commence ici, ça commence à Brazzaville et ça commence maintenant. Et de la formation qualifiante à travers son DIRCAB. Monsieur le DIRCAB, vous avez certainement un petit mot à délivrer au nom du ministre. Vous avez la parole, monsieur le DIRCAB. Messieurs les ambassadeurs, sauf que l'ambassadeur docteur est parti, mais le message me poursuivra parce que c'est un message positif. Mesdames, Messieurs du DDHU, Mesdames, Messieurs les participants, Monsieur le secrétaire général, mon cher Christophe, c'est la famille, parce qu'à partir du moment où on échange, il y a des choses, il y a des émotions qui naissent. Ce moment est très fort par la qualité des messages, par la richesse et la profondeur des messages qui sont à la fois pédagogiques et instructifs. Bien sûr, pour nous les humains, puisque toutes les interventions s'adressent à nous les humains. Ces interventions qui, dans leur profondeur, ont donné un sens à cette rencontre qui s'apparente à une réflexion collective sur le développement durable. On parle avec une rhétorique assez puissante. L'ambassadeur Etu Obami a dit des choses où il a fait une fusion entre Dieu, la réflexion humaine, la protection de la nature, et on a fini par voir la personne la plus maltraitée, à tort bien sûr, qui est la femme. Et je pense que cette rencontre s'apparente à une réflexion collective. Chacun sortira de cette salle avec quelque chose en mémoire pour dire que non, mais je dois rectifier mon tir, parce que le changement climatique doit commencer
par nous. C'est à nous les humains de nous imposer par notre façon, notre vision de voir la vie. Et ce combat concerne tout le monde. Personne n'est exclu. J'entends des messages à Paris que... Excusez-moi. Les messages à Paris où la chaleur, la canicule, et en 2013, la canicule avait tué beaucoup de personnes âgées. Donc tout cela, honnêtement, nous devons en prendre conscience. Et je voudrais profiter, puisqu'on a parlé de la question des générations futures, et Madame Clara, je crois Madame Sylvanie a parlé du développement durable en disant lorsqu'on applique ou lorsqu'on s'applique dans la protection de la nature, de l'environnement, on a un regard positif sur le social, sur l'humain en fin de compte, simplement. Et donc, je voudrais attirer, pas votre attention, mais notre attention, parce que moi également j'en fais partie, pour dire que le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a fait de la protection de l'environnement, de la nature, l'une de ses priorités. On félicite ailleurs, mais parfois on ne se félicite pas nous-mêmes, et c'est un tort. Mon cher Christophe, tout à l'heure, il a cité une phrase qui a été reprise par Madame Sylvanie, que la maison brûle et on regarde ailleurs. Cette phrase-là, je l'ai apprise lorsque je préparais un diplôme en développement durable à l'université de Lyon. Donc, la maison brûle et nous, les humains, on regarde ailleurs parce que nous avons, je ne sais pas honte, nous avons la paresse de chercher et de trouver des solutions. Et vous allez comprendre que le président Denis Sassou Nguesso, il y a au moins 3 décennies, le Congo était officiellement doté de ce qu'on appelle la journée nationale de l'arbre. Et ça se passait, et ça se passe ici au Congo, la journée nationale de l'arbre. Et ça, ce sont des idées, effectivement, pour protéger l'environnement. Nous devons tous nous mettre au pas pour dire que l'environnement produit des emplois et les emplois concernent les générations futures, c'est-à-dire les jeunes, raison pour laquelle le ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat, de la formation qualifiante, M. Rodrigue Malamba Samba, agit avec conviction et rigueur pour tenter de trouver des solutions afin que les jeunes puissent avoir des emplois. Parce que les emplois, dans le cadre de l'environnement, dans le cadre de la nature, on en trouve, et beaucoup. Et simplement, je voudrais finir mon propos par remercier le docteur ambassadeur Innocent Péa qui est déjà parti parce qu'il a d'autres obligations, le docteur Obami et tout, mon cher Christophe, qui a conduit une délégation charmante et qui a des arguments posés. Vous tous ici, mesdames, messieurs, et je vais finir par cette note importante que la religion kimbaniste aujourd'hui a fait des heureux. Et je vous fais une petite confidence parce que lorsque j'avais 8 ans, ma tante qui est décédée m'avait emmené là et j'ai vu les gens défiler. C'était pour moi, c'est resté dans ma tête. Et là, aujourd'hui, lorsque j'ai vu
des jeunes défilaient comme s'ils sortaient du service militaire obligatoire, je me suis dit, mais la jeunesse a de l'énergie, a de la force. Et donc, je crois que la religion humaniste, même si on parle de la séparation de pouvoir entre l'État et la religion, mais je crois que c'est un exemple à suivre, puisque pensez, monsieur l'ambassadeur, d'envoyer le sac de riz à monsieur le ministre. Je vous remercie. Le mot de clôture sera prononcé par le secrétaire général de la DDHU, M. Christophe. Franchement, ce qui s'est passé aujourd'hui, depuis ce matin, est quelque chose de très impressionnant pour nous. On a parlé de religion, on a parlé de droits des femmes, on a parlé des jeunes, on a parlé de tout. Mais une chose qui m'a interloqué, c'est une question. Je vous ai vu répondre à Brice d'une façon tellement coordonnée, familiale, vraiment d'une vraie foi. Mais j'aimerais vous poser la question, mais est-ce que vous avez foi en ce qu'on vous a dit? Est-ce que vous avez réellement suivi et compris ce qu'on vous a dit? Alors moi, j'aimerais que Brice, tu viennes faire ces deux mots, mais parce que la foi que vous avez, et la fait que vous allez avoir la foi en nous, et ça veut dire que vous avez la foi en vous aussi pour réussir. Aujourd'hui, vous pouvez tous être signataires de la Déclaration des droits de l'humanité. Il suffit d'aller à ddhu.org, vous signez électroniquement. On fera venir à la prochaine Assemblée nationale qui aura lieu à Paris, on fera venir en tirage au sort un des membres qui a pris la décision de prendre le temps de la lire et de la désigner. J'espère, on va calculer, parce que j'ai vu que vous étiez à peu près 150 ou 160, plus la famille, plus les enfants, ça veut dire que vous êtes à peu près 300. Donc j'espère que vous serez au moins entre 200 et 300 à signer cette déclaration. Ça voudra dire que vous avez compris que l'avenir est à nous, parce que l'avenir est à nous, l'avenir n'est pas morose, même si effectivement on voit des choses qui sont extrêmement tristes, mais on est vivant, et on est toujours vivant, et on a subi les crises, mais on les surmonte toujours. Moi, vous savez, j'ai eu depuis l'âge, Julia le sait parce que j'ai été avec elle dans un meeting en Égypte, où c'était sur la résilience. Moi, j'ai failli mourir 3 fois. Donc, je suis resté pris 3 fois. J'ai eu 2 cancers, j'ai eu la maladie de Lyme, j'ai eu vraiment ce que vous pouvez imaginer de pire. Mais je suis vivant, et j'ai 68 ans, et je resterai, le temps que je serai là, je resterai, parce que c'est notre destin, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et la DDHU, c'est vraiment une grande famille. Alors, je vous adresse un message de la présidente, Madame Corinne Lepage, qui est une femme vraiment admirable. Elle me dit bravo. Elle m'a dit bravo. J'ai envoyé des messages pour elle, en lui disant ce qu'on avait fait aujourd'hui, ce qu'on faisait en ce moment. Elle me dit bravo. Parce qu'elle vous donne un bravo à vous, parce que vous êtes présent. Et maintenant, Brice, j'ai vraiment envie que tu viennes pour faire ces 2 mots magiques. Je ne peux pas les prononcer moi, parce que c'est toi qui peux les prononcer, mais je veux vraiment les entendre encore. Et que ça soit destiné pour nous aussi. Moi, je veux voir. Oui. Je verrai les signatures des décisions, hein, parce que je les vois par Internet. Hein. Oui, je pense que pour les 200, c'est toute la communauté qui m'inquiète, qui va, il faut juste rentrer dans Google,
vous tapez ddhu.com.org. Donc ORG. ddhu.org. ORG. Et vous allez cliquer. Donc, la surprise est que ils vont sélectionner, prendre une personne ou deux personnes? Non, deux personnes. Deux personnes qui seront retenues pour être invitées à parler. Pour parler. Pour parler. Alors. Alors, Christophe, voilà. Ici, nous sommes les enfants. Tous les Kimangis du monde entier, nous sommes les enfants d'un seul père et une mère. Et notre père, c'est Papa Simon Kimbangu Kianga, que nous avons dit Dieu de cet esprit. Et notre mère, c'est Maman Milou Yawa. Et donc, nous sommes les Kimbangis, sont partout dans le monde entier. C'est pas ces des chansons que vous voyez. Ici au Congo-Brazzaville, nous sommes autour de 2 millions. On est abaissé, je peux dire, c'était 7 millions de Kimbanguistes. Et un peu partout ailleurs, vous retrouvez des Kimbanguistes. Alors, le mot magique, c'est quoi? Ce mot-là est biblique. Je vais vers le Père, je vais vous envoyer un consolateur, l'Esprit de vérité, qui sera avec vous, mais que le monde ne connaîtra point. Mais vous le connaissez parce qu'il est en vous et il demeure en vous. Dans le moment que je vous parle, il est dans moi. Et cet esprit de vérité qui règne autour des Kimangis parce qu'ils sont les enfants de Dieu le Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oh yeah! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oh yeah! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oh yeah! Papa Simon Kimbangu Kiangani, mwana wasola, mwana kizola, kaka yanzi kaka, yanzi kaka, yanzi kaka. Merci, monsieur l'ambassadeur. Take
là. Vamos,